Bonsoir madame, monsieur, bienvenue sur Equinox ce soir. Création du SMIC, salaire minimum de croissance à 160 000 sur 5 ans. Fermeture de l'école nationale d'administration et de magistrature. Suppression des contrôles routiers mixtes. Délocalisation du chef-lieu de la région du centre pour une autre localité, toujours dans le centre. Un gouvernement resserré à 20 membres. Ces quelques mesures du programme économique, social et politique du candidat SDF Joshua aussi n'en finissent pas d'alimenter les discussions dans les chaumières. Ambitieux, réaliste, utopique, chacun s'est fait sa petite religion. Ils sont donc 6 700 000 électeurs inscrits sur le fichier LECAM qui commencent à voir un peu plus clair dans les programmes de certains candidats. Élection présidentielle 2018, après les candidatures, place au programme. Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Élection présidentielle 2018, après les candidatures, place au programme. Pour en parler, je suis avec Jean Aïssi Bessala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Assemblée générale des experts techniques du Cameroun, c'est bien cela? Tout à fait. Et ancien 4e adjoint au maire de Douala 5e. Exact. Militant, Rassemblement démocratique. Je peux ajouter que j'ai été aussi vice-président de la section de Voury 5 pendant 6 ans. Ça change quelque chose? Beaucoup, ça donne l'expérience. Ok. Il est là ce soir. Hervé Villandjelé, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir M. Aïssi. Merci, bonsoir. Vous êtes le chef service des sports au quotidien La Nouvelle Expression. Effectivement. Oui, je commence avec vous. Vous avez été suivi. Comment le candidat aussi a déroulé son programme. Il a résumé ça en 24 points. Quelle idée vous êtes fait au sortir de cette conférence? Oui, il faut quand même reconnaître que le président... Réaliste, utopique? Bon, en fait, je pourrais dire que les deux soient ils jouent entre utopie et réalisme, parce que dans tout ce qu'il dit dans son programme, on espère qu'il le réalisera au lendemain des élections de octobre s'il est élu. Il faut quand même dire que beaucoup de ces points, des 24 points évoqués, donnent quand même envie aux Camerounais de rêver. De rêver d'un Cameroun qui aura changé, d'un Cameroun qui sera nouveau. Et on espère qu'il pourra le faire. Mais sauf qu'on se pose bien la question de savoir comment réussira-t-il à mettre sur pied, à appliquer tous ces 24 points résumés qu'il a évoqués. On voit bien, commençant par l'augmentation du SMIC qui va passer d'environ 30 000 à 160 000 francs. C'est quand même très important. Mais il dit sur 5 ans. C'est sur 5 ans, c'est vrai, mais c'est quand même très important. Mais comment va-t-il parvenir? Vous avez, quand on a un projet comme celui-là qui est encore sur papier, on peut bien le développer. Mais maintenant, c'est que entre la théorie et la pratique, il y a tout un grand fossé. Je voudrais donc c'est impossible qu'on ait ce montant-là au Cameroun? Non, je ne dis pas que c'est impossible. Vous savez, il est le seul à pouvoir maîtriser les stratégies qu'il utilisera, les mécanismes qu'il utilisera demain pour réaliser ces différents projets. En observant en tant que journaliste, que c'est réalisable, certainement en fonction des mécanismes qu'il utilisera. Maintenant qu'on observe, c'est bien beau. Aucun journaliste Cameroun ne voudrait pas que le Cameroun se développe. Tout le monde, on aspire au changement, parce que quand on essaie de regarder au Cameroun aujourd'hui, les Camerounais vivent très mal, et mal même d'ailleurs. C'est pourquoi tout le monde aspire au changement. Mais maintenant, avec tout ce qu'on a tenu de proposer, on voudrait bien les voir réaliser. Il y a quand même question de s'interroger. Sur 5 ans, quels sont les mécanismes qu'on va mettre sur pied? C'est tout ça qui attire notre curiosité. Autre point aussi qui ne sont pas négligés, c'est sûr qu'on va y revenir. C'est par exemple prendre en charge les femmes enceintes jusqu'à la on va y revenir, nous avons le temps. Joseph Aïssi Bessala, lorsque je sois aussi fait cette sortie, il pense qu'il y a des moyens et qu'il y a un manque de volonté politique de votre part, RDPC. Non. Vous popularisez les Camerounais, vous les maintenez à cette somme de 36 000 là, alors que c'est faisable. Qu'est-ce que vous lui répondez? Très simple, bravo, pour une fois, j'entends un parti politique qui crée une piste où les Camerounais peuvent voir l'espoir. Mais à ce niveau-ci, aujourd'hui, moi je crois que c'est un slogan. Ce n'est pas un programme. On ne diffuse pas un programme à la veille des élections. Depuis que ce parti existe, il y a 25 ans au moins, ils auraient déjà planté le décor
aujourd'hui aller simplement couper les feuilles qui débordent pour montrer que son jardin avance. Mais ça, j'apprécie qu'enfin, il y a quelque chose de proposition, de concrète. Mais c'est strictement un slogan. Et le slogan, qu'est-ce que moi je peux dire? Je ne veux pas l'aider, mais je trouve que lui-même, il sait que dire ce qu'il a dit hier pour des élections qui viennent bientôt, qui va analyser? Les journalistes sont embarrassés. Dire qu'il va fermer les NAM, il va faire ceci. Non, on y arrive, on n'est pas encore là. On est au niveau du SMIC à 160 000. Il est employeur. J'espère que ses employés ont entendu. Et on va voir ce qui va se passer dans son entreprise après cette annonce. C'est tout, hein. Je ne lui souhaite pas un malheur, mais ses employés ont entendu qu'il commence à donner l'exemple dans son entreprise. Ok, on n'est pas là pour... Il a également parlé sur la forme de l'État. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Pour le SDF, c'est le fédéralisme depuis. Mais avec la configuration actuelle, c'est-à-dire 10 États fédérés. Oui, c'est vrai que le fédéralisme au sein du SDF n'est pas nouveau. Et hier, durant la présentation de son programme, il n'a fait que confirmer cela. Un fédéralisme qui va se respecter les conditions d'État actuelles, c'est-à-dire qu'avec 10 régions, sauf que les pouvoirs seront davantage confiés aux différentes régions. Oui. Donc, c'est une forme de décentralisation, sauf qu'avec des pouvoirs réels et renforcés, avec un État fédéral qui n'a que pour coordonner. Et à ce niveau, il estime que ça va permettre de résoudre les différents problèmes de développement que nous avons, parce qu'il faut quand même dire que quand on essaie de gérer un regard synoptique sur le Cameroun aujourd'hui, le développement n'est pas au niveau égalitaire. Il y a quand même que dans les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé, le même niveau de développement n'est pas le même comme à Bapsam, comme à Fongo-Tongo ou encore à Kiossi ou autre. Ça veut dire quand même, ou bien encore dans la partie septentrionale du Cameroun, ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire. On estime qu'en permettant à chaque région d'être pas souverain, du moins d'avoir un certain nombre d'autonomie, autant pour moi, ça permettra à ces régions de développer, de résoudre ces problèmes sans toutefois avoir toujours besoin au recours au pouvoir central. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Je pense qu'il faut tout simplement dépasser le système qui est en place actuellement pour que les Camerounais du Cameroun profond ne souffrent plus. C'est vrai que ce ne sont que des projets, mais quand même, c'est quand même un peu réaliste parce que si pour résoudre un problème de route, il faut attendre que Yaoundé signe. Alors que les populations les plus concernées, ce ne sont pas ceux qui vivent à Yaoundé, c'est ceux qui vivent par exemple à Bertoua, à Bateau ou encore à Ekonde Titi. C'est davantage important que les responsables de cette région puissent s'en charger et que le Cameroun puisse se développer à ce niveau. C'est une très bonne chose parce qu'au moins on aura remis le pouvoir réellement au peuple à ce niveau-là. Donc c'est réaliste et c'est même faisable. C'est même faisable. Donc on ne sait pas pourquoi on n'a pas fait au Cameroun depuis un certain temps, mais on espère quand même que ce ne sera pas seulement des slogans de campagne, que dès que ils auront le pouvoir, on leur souhaite et effectivement qu'ils mettront tout ce qu'ils sont en train de dire en pratique. Joseph Aïssi Bessala, Jean Aïssi Bessala, vous semblez être réfractaire non, pas réfractaire. À ce terme, le RDPC, le pouvoir en place, sur le thème fédéralisme. Non, vous campez sur la décentralisation. Non, je pense que c'est très sérieux et il faut parler profondément. Toutes les républiques ont peur de la décentralisation, encore plus le fédéralisme. Lorsque un État applique, on voit ça de partout, la décentralisation, c'est toujours par étapes. Pourquoi? Parce que, je donne un exemple, le Cameroun, un maire, je crois il y a 360 maires, un maire peut se comporter comme il est président d'une république qui s'appelle sa commune. Et il se met à prendre des décisions qui sont hors de l'état général. Maintenant, il parle par exemple des routes. Vous parlez du Cameroun, mais ça se fait ailleurs, non? Pourquoi le Cameroun? Tu penses ailleurs ou par exemple? Non, c'est moi. Mais je veux vous dire que des difficultés sont là. Vous avez toujours l'impression que le Cameroun, ça se fait ailleurs. De quoi avez-vous peur? Non, je vous dis, hein, il faut être prudent. Sinon, le pays, tous les pays ont peur d'être divisés en morceaux. On peut prendre des exemples sous nos yeux en Europe, qui est un vieux continent qui a déjà fabriqué ça. Il pousse jusqu'à
a dépassé la décentralisation. Mais malgré ça, on trouve toujours un groupe de citoyens qui disent qu'il faut aller au-delà. Si c'est comme ça, nous, on veut même être un État à part. C'est des risques. Mais le journaliste d'en face parle du développement déséquilibré. Tous les pays ont ce problème. Parce que c'est rare qu'un pays soit entouré, par exemple, de mers partout. Sinon, le pays va être une île. Mais tous les pays ont une côte, plus un côté très loin de la mer. Ça fait une source de déséquilibre parce que les marchandises, les échanges vont se passer vers la côte. Et c'est souvent les villes ou les communes qui sont au bord de la mer dans beaucoup de pays qui se développent très vite, mais pas toujours. Mais imagine-toi, maintenant on parle de pétrole. Je ne voudrais pas aller remuer beaucoup de choses. Il y a des coins, il y a des gens qui ont pris des armes parce qu'ils pensent que la richesse qui nourrit le pays, c'est chez eux. Tu prends le Nigeria. Mais il y a toujours des échanges de coups de feu très graves parce qu'il y a des individus qui prétendent que le pétrole du Nigeria, c'est chez eux. Ils sont pauvres, ils font... Donc, le développement d'un pays, il faut que l'État centralise et planifie, prend tout l'argent et donne dans chaque région. Donc, voilà un risque en ce qui concerne la décentralisation totale. Il faut aller progressivement pour que l'ensemble des populations, l'ensemble des hommes politiques soient d'accord qu'il y a des risques. Si on fait ceci, le pays va tomber en morceaux. Donc vous parlez de risque de décentralisation totale, ça veut dire quoi? Donc c'est clair dans la Constitution de 96, non? Non, c'est dit d'abord que le Cameroun est un État unitaire. Oui, décentralisé, oui. Mais le terme unitaire, c'est ça. Pourquoi vous parlez de décentralisation totale? Ça veut dire quoi? Je dis qu'il faut, c'est des craintes. Toutes les administrations centrales dans beaucoup de pays disent que comment l'État est unitaire, décentralisé. Oui. Quel est le mot qu'on met en avant? Mais vous semblez mettre décentralisé au lieu d'abord dire unitaire. Donc il faut d'abord des actions qui unissent le pays et on décentralise dans quelques matières. Alain, oui. Je voulais dire à M. Aïssi que on a bien dit qu'il y aura un État, un gouvernement fédéral qui va harmoniser les différents États fédérés. Comme le Nigeria, il y a un État fédéral. Ce n'est pas parce que le Nigeria a des États fédérés qu'il n'y a pas un État. On reconnaît le Nigeria comme un État fédéré avec un gouvernement fédéral. Je pense que c'est la même chose. Et je reviens sur la notion de développement qui n'est pas déséquilibré. Monsieur Aïssi, vous savez que quand bien même on a des régions qui sont riches, vous savez qu'au Cameroun, on a un problème de répartition des richesses. Je vais prendre la région de l'Est du Cameroun, qui est la région qui produit davantage le bois. Elle a des ressources, et minières même. Aujourd'hui, vous voyez la chasse de l'or qui est dans cette région. Mais quand vous venez, il faut regarder vous-même comment se trouve cette région du Cameroun. Vous pleurez. Une région si riche. Le bois, l'or, le sous-sol est riche. Qu'est-ce qu'on a fait? L'État central ne gère pas suffisamment sa richesse pour permettre aux populations de cette partie du Cameroun de pouvoir en jouir. Quand on essaie de regarder le programme du SDF, on pense que avec la notion d'État fédéré, certainement que la région de l'Est, autant pour moi, pourra bien gérer son bois, ses ressources, et certainement s'auto-développer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie qui sera versée à l'État central. Non. Mais si on reste sur cette logique, la logique de ça ici, on ne prendra aucune marge de risque parce qu'il faut dire que jusqu'à présent, le RDPC est en train de vouloir décentraliser. La preuve, le ministère de la décentralisation vient de mettre sur pied pour accélérer la décentralisation. Vous voulez donc dire que ce serait un risque correct pour le chef d'État en accélérant la décentralisation? Vous pouvez prendre ce qui vous intéresse. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, je pars de Douala sur le goudron, j'arrive en Gaoundéré sur le goudron en passant par Bertois sur le goudron. Et on peut aller encore dans d'autres pays grâce au régime qui est là. C'est la qualité du goudron aussi. Vous avez vu c'est la qualité du goudron qu'il faut apprécier aussi, mais ça ici. N'oubliez pas. Vous avez regardé le journal hier. Dans ce cas, on risque de ne pas nous entendre. Si chaque fois que quelqu'un dit un mot, on t'étrangle à la gorge, moi je croise les bras, je vous dis parler.
même si je dis des choses qui Parce que vous choisissez les choses qui vous plaisent, vous. Mais bien évidemment, lui choisit aussi ce qui le... Non, le Cameroun ne se résume pas à cette... Non, je voudrais vous dire que le Cameroun n'est pas un pays structuré, industrialisé. Il faut tenir ça autant. Ah bon? La République à quel âge? Moi j'ai vu un pont qui s'est écroulé dans une ville importante un vieux pays européen. Oui. On disait que le pont là a près de 60 ans, l'âge de la République du Cameroun. On a fait un pont qui survole la ville. Non, c'est ce que vous dérangez. Vous regardez les images à la télé, dans le cinéma, vous croyez que du jour au lendemain le Cameroun sera comme ça. Mais pour que le Cameroun soit comme ça, vous m'avez dit d'être ici à 6h30. Oui. Non, l'habitude, la culture, vous comprenez? La culture, c'est-à-dire, on te dit 18h30, tu arrives à 18h20. Maintenant, vous avez dit 18h30, nous sommes 19h est passé. Où sont les autres invités? Ce n'est pas ça qu'il s'agit de ça ici. C'est ça, c'est pas ça qu'il s'agit. Et seulement, si vous êtes une culture qui s'adapte au développement. Même si on va dans votre champ, on va se rendre compte de ça ici qu'au Cameroun, peut-être vous êtes parmi les seuls Camerounais du pouvoir qui arrive à l'heure, il faut le rappeler, qui arrive à l'heure parce que vous vivez dans ce pays et vous toquez tous les jours au bureau administratif pour faire signer vos papiers et autres, comme nous autres citoyens ordinaires, malgré votre casquette de membres influents du parti au pouvoir. Sauf que vous rencontrez les mêmes difficultés que nous. Vous toquez à un bureau, on ne vous reçoit pas, on vous regarde avec le regard un genre, parce qu'on sait que dans ce pays, on ne sanctionne pas. Le Premier ministre, à une époque, avait lancé, il avait dit qu'il faisait le tour des administrations pour rappeler les uns les autres à pouvoir être là à l'heure. Mais ce projet est tombé où? Parce que vos confrères ou bien vos camarades l'ont torpillé. Vous voulez montrer quoi? Dans un bureau administratif au Cameroun, vous faites semblant d'être à l'ordre, c'est vous qui êtes la victime. En fait, du moins, c'est vous qui êtes le problème. Parce que vous voulez simplement que les choses marchent de manière ordonnée. J'entre dans un bar pour acheter un coca. Il y a quelqu'un dans un bar privé. Tu vois quand même une femme ou un garçon qui joue au ludo ou au damier, il t'a vu entrer, il ne vient pas. Je voudrais donc dire que chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. J'ai l'ensemble de la population qui n'a pas la notion de ponctualité, d'exactitude. On marche en traînant les pieds, on fait tout avec des involtures. Oui, on va avancer, Hervé Villard. Il y a cet autre point, la délocalisation du chef-lieu de la région du centre pour une autre localité. Enfin, je ne sais pas, quand il va le dire, peut-être la population du centre ou de la capitale va le voter. Hein, parce que je vous non, il faut bien comprendre. Ce n'est pas, il ne demande pas de changement de capitale, délocalisation du chef-lieu de la région du centre. Mais ça veut dire quoi? Il change. Donc Yaoundé n'est plus chef-lieu. Non, Yaoundé peut rester la capitale. Il parle d'un système fédéral. Non. Ah oui, Yaoundé peut rester la capitale fédérale. C'est pour ça que j'ai dit que c'est des slogans. Maintenant, pourquoi vous pensez que c'est un slogan? Déplacement, délocalisation, nous passons 5 minutes pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais c'est simple, c'est le français, non? Non, c'est un vieux parti qui est là depuis plus de 25 ans. Il aurait déjà planté le décor. Maintenant, il vient seulement donner des petits points. Juste à la veille des élections, on dit que je veux faire des miracles, je veux tripler le pouvoir d'achat. Non. C'est la démagogie. C'est son programme. Ok. Je commence donc à dire que c'est un slogan, c'est la démagogie. Hervé Villard, sur ce point. J'essaie de comprendre. Dans les expressions, monsieur, je sois aussi hier, il était question de décongestionner la ville de Yaoundé qui est assez embouteillée. C'est la capitale politique du Cameroun, c'est également la capitale des régions du Centre. Ça fait qu'il estime que sur le plan administratif, tout est concentré à Yaoundé. Or, pour des soucis de développement, selon l'explication qu'il a fournie à la presse hier, durant la présentation de son programme, il était question de permettre aux autres villes du département de la région du Centre de bien vouloir accueillir le chef-lieu de cette région en proposant de l'espace pour la construction d'une nouvelle ville. Et là, il voit un souci de développement. Parce qu'en réalité, quand vous faites le tour de la région du Centre, vous constatez que Yaoundé, c'est la plus grande ville de la région. Pourtant, on pourrait construire d'autres ailleurs pour que les populations ne migrent pas toujours à Yaoundé pour des besoins administratifs. Or, en construisant ailleurs, ça fait que Yaoundé reste seulement la capitale politique uniquement, où on vient gérer les affaires politiques.
et les affaires administratives peuvent être gérées ailleurs. Ça, c'est l'expression du candidat du SDF, qui pour moi, je ne trouve aucun problème à ce niveau, tant que ça fait profiter aux Camerounais et que ça permet que d'autres villes du Cameroun puissent se développer, parce qu'il faut quand même dire que nous, nous voulons être heureux à vivre dans ce pays, de partir facilement de Douala à d'autres villes aisément. Jusqu'à présent, il n'y a que rejoindre Douala et Yaoundé avec une route, même si nous l'estimons qu'elle n'est pas assez grande pour être une ville, pour être qui n'est pas assez grande par rapport à l'heure qu'il faudrait bien qu'on le développe ailleurs. Mais après, en dehors du Douala et Yaoundé, où on a les routes assez grandes, c'est difficile de rejoindre notre partie du Cameroun, il faut le connaître. Non, moi je voudrais dire que c'est quand même quelqu'un qui est au Cameroun dans les affaires depuis longtemps. Ce qu'il dit là, est-ce qu'il n'a pas vu une copie qui passait dans le ministère? On lui a dit, viens dire publiquement. Mais personnellement, si on prend la périphérie, c'est-à-dire le rayon qu'occupe la ville de Yaoundé, il y a encore beaucoup d'espace autour de la ville. Oui. Au lieu d'aller engager trop de... Donc vous pensez qu'on peut créer Yaoundé 2? Yaoundé 2, c'est déjà... on peut aller à Yaoundé 10, on est à Yaoundé 7. Non, je dis que deuxième Yaoundé, un peu comme il y a Malabo et à Malabo 2. Malabo 2. Je ne connais pas ça, je dis qu'on peut élargir en créant des structures, des lotissements. La ville de Yaoundé peut encore, pour 5 ans, il peut déjà s'engager comme ça marche. Aller créer une nouvelle ville qui va délimiter le nombre de populations de Yaoundé en 5 ans, comme il dit, il ne va pas s'en sortir. Le temps de concevoir, de commencer à appliquer. Donc, il ne faut pas faire des slogans qui ne peuvent pas s'appliquer. Mais je vous assure, un gouvernement en 3 ans pour faire un lotissement, pour agrandir Yaoundé, il crée une route périphérique en mettant des routes en 3 ans, 4 ans, ça peut se faire. Mais aller déplacer la ville pour dire qu'on crée une région à tel endroit, c'est pas en 5 ans. Non, est-ce que c'est ça le problème? 5 ans. Mais si. On ne crée pas une autre ville, on déplace le chef-lieu. Mais pour déplacer, il dit bien le chef-lieu. Il faut aller créer il faut aller créer des structures pour accueillir. Oui, mais le chef-lieu de la région du centre ne sera plus Yaoundé. C'est ce que Joshua aussi dit. Ça peut être Obala, ça peut être Okola ou Tui, par exemple. Mais je ne sais pas. Obafia. Si tu cites le nom de ta belle famille, la ville de ta belle famille, je vous dis que s'il veut vraiment améliorer, sauf montrer que lui veut bouleverser, je vous dis, il peut faire des nouveaux quartiers autour de Yaoundé, ça va marcher, au lieu de dire qu'il va déplacer une... Ok, je reste avec vous, Jean-Issy Bessala, sur la fermeture de l'ENAM. Est-ce que vous comprenez, après tout ce qui s'est dit depuis, on va dire, mettons 10 ans, la guerre entre le ministre de la fonction publique et le directeur de l'ENAM, les conditions d'accès à l'ENAM, tout ça, c'est ça qui a amené, je crois aussi, à parler de fermeture. L'ENAM a mauvaise réputation aujourd'hui? Non, il a dit que pour lutter contre la corruption et autre chose, parce qu'il pense que les produits de cette grande école, c'est ça qui gâte la gestion du pays. Mais je voudrais rappeler qu'il y a des ministres qui n'ont jamais fait les NAM, qui sont des ministres. Il y a des DG au Cameroun qui n'ont pas fait les NAM. Or, les NAM, c'est le pilier de l'administration camerounaise qui forme des techniciens capables de gérer un État. Maintenant, il veut être élu pour 5 ans. Dès il ferme les NAM. Je ne sais pas, il va prendre les hauts fonctionnaires qui vont l'aider à gérer le pays où? C'est ça ma question. Mais s'il est parmi les gens qui veulent casser le Cameroun dans sa stabilité pour introduire le Cameroun dans l'instabilité, qui commence par là. Fermer les NAM, c'est amener le Cameroun... Les NAM produit des bons produits qui aident le pouvoir de gérer. L'administration, c'est tout autre chose. Hein. J'ai entendu un candidat, je crois, c'est Kamto, qui disait que tu as beau être un très grand manager du privé, si tu n'as pas la pratique de l'administration, tu ne peux pas gérer le pays. Ce sont donc ces produits-là de l'ENAM qui aident tout pouvoir, tout ministère à bien fonctionner.
Mais lui dit qu'il va fermer. Il va aller chercher les gens ou pour l'aider à gérer le pays. Hervé Village, je crois qu'il a fait des propositions dans ce sens, hier à sa conférence. Effectivement, et il faut juste recadrer un peu, c'est effectivement ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit que les NAM étaient mauvaises. Il dit bien que l'appréhension qu'il a des NAM aujourd'hui, c'est que les NAM est devenu, a plus de pouvoir même que le Cameroun de les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir accès à l'ENAM, dès que vous avez accès à l'ENAM, c'est que dès que vous sortez de l'ENAM, vous avez comme le titre foncier au Cameroun. Vous êtes super puissant, auto-puissant même encore. La preuve, il prend pour y entrer en monnaie. Ça veut dire que c'est devenu compliqué. Le fils du petit Camerounais, cultivateur ou bien pêcheur, chasseur, il est difficile pour lui d'entrer à l'ENAM parce que c'est protégé, c'est embrigadé. Vous vous souvenez des derniers résultats de l'ENAM? Il y a quand même que quand on essaie de classifier, vous comprendrez, vous voyez que c'était les fils des ministres qui étaient là. C'est-à-dire que si, pauvre journaliste que je suis, du moins, si je n'ai pas la chance de trouver M. Aïssi sur mon chemin qui va toucher le membre du comité central pour que non, ce fils d'Hervé Village, c'est difficile. Vous voyez donc comment fonctionne. Or, c'est question d'égalité des chances. Il dit bien que fermer les normes, ce n'est pas non plus réduire les fonctionnaires. Non plus, non. Au contraire, un État doit travailler que s'il a des fonctionnaires qui travaillent pour lui. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce que je propose aussi. Ils disent bien qu'on va greffer à nos universités des institutions de formation pour continuer à former des fonctionnaires du Cameroun, pour donner la chance à tout le monde. On ne fait pas les normes pour que l'administration disparaisse, au contraire. Voilà. L'État ne fonctionnerait jamais sans l'administration. Donc voilà, je voulais juste recentrer. Et maintenant, quand il faut revenir analyser son projet, c'est le projet de aussi. Voilà. J'observe en tant que journaliste, c'est lui qui sait ce qu'il va en train de mettre sur pied. Oui. Moi, je n'ai aucun problème. Mais je voudrais quand même vous dire une chose. Même si les gens vont se moquer de moi, mon fils dernier est en 3e année de licence à l'université catholique de Yaoundé. Excuse-moi Cédric, mais je me rends compte qu'il est maintenant habitué à boire la bière. Je lui dis que tu veux boire la bière, ok. Mieux vaut gagner ton argent. Tu achètes la bière. Tu attends que quelqu'un d'autre te donne l'argent, c'est pas bon. Dans ce cas, fais le concours de l'ENAM, même en B. Il a fait ça 2 fois, il a échoué. Ouais. Il a échoué pourquoi? Parce qu'il n'atteignait pas la moyenne qu'il faut. Malgré tout ce qu'on dit, si les gens se battent pour envoyer les enfants à l'ENAM, parce que l'ENAM c'est un bon endroit pour former de bons citoyens. Mais néanmoins, c'est exagéré de dire qu'il n'y a que les enfants des ministres et des hauts placés. Moi, je connais plein de gens de ma famille qui marchaient avec des gars au pied jusqu'en terminale. Ils sont devenus des magistrats. Donc, cessez de diaboliser ces grandes écoles qu'on nous admire dans l'ensemble de l'Afrique. Ok. Monsieur Aïssi, oui. On ne diabolise pas les NAM. Ce que je viens de dire, une fois de plus, ce qui a été dit hier, je rapporte les propos de je sois aussi, sans toutefois être l'avocat du SDF. Je veux bien j'aurais bien voulu être sur ce plateau pour me l'expliquer, parce que si on entend Jean-Robert Wafo, il a entendu. Exactement, pour pouvoir mieux vous expliquer cela. Donc c'est ce que moi j'ai perçu que je vous renvoie. Donc du coup, je fais comprendre que, qu'on le veut ou non, ceux qui sortent de l'ENAM, vraiment ça c'est chose vécue. Non pas certainement le souci que vous, sur ce plateau, vous avez en matière de gestion du Cameroun. Quand on sort, c'est comme si on avait un titre foncier, c'est-à-dire qu'on gère comme on veut, pas avec le même souci que vous avez, parce que je suis certain que pendant que vous étiez en service, vous étiez soucieux de voir ce Cameroun fonctionner à merveille. Mais malheureusement, ce n'est pas le reflet que nous autres citoyens, nous avons. Et du coup, je suis aussi également qui est aux affaires, estime que pour que cela cesse, pour que le Cameroun avance, il faut qu'il n'y ait pas un certain nombre de laxisme. Vous connaissez le comportement de nos préfets, de nos sous-préfets. Parmi eux, il y a ceux qui travaillent bien, d'autres qui ne font pas leur travail. Il ne faut pas globaliser. Il ne faut pas globaliser, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, dans sa vision du Cameroun, c'est ce qu'il propose. C'est ce qu'il propose. Maintenant, vous et moi, nous attendons voir si demain le pouvoir, est-ce qu'il réalisera cela? Vous savez pourquoi on m'a invité? C'est pour porter un peu de contradiction dans ce qu'il a dit. Oui. Et ce n'est qu'au début. Nous sommes dans la démocratie que le RDPC a amenée. J'espère qu'ils vont garder cette démocratie, que l'expression, je parle là pour faire des observations négatives dans ce qu'il a dit. Mais si vous me dites que
ne fait pas ça. Oui, c'est peut-être une ligne, quand ils vont venir au pouvoir, il n'y aura plus de liberté d'expression. Je suis sûr que comme le SDF aime faire le désordre dans les rues, les sous-préfets disent que pas ici le désordre. Alors, non, il veut former les NAM parce qu'il est contre vous dites les compétences et le pouvoir des sous-préfets. Je suis d'accord avec lui. Comment vous dites que le SDF veut faire le désordre? Il demande les manifestations, non, publiques. Il demande l'autorisation. Vous demandez pourquoi? Mais je peux vous compter combien de fois les responsables de SDF dans Douala décident de faire du désordre dans les places publiques. Du désordre comment? C'est des manifestations déclarées, non? Non. Ils ne demandent pas d'autorisation aux je vous explique. Lorsque un individu, une structure décide de rassembler beaucoup de gens sur la voie publique, c'est sans autorisation? Non, même s'il y a autorisation, il y a toujours un risque que ça va entraîner des casses. Quand le RDPC le fait, il n'y a pas de risque. Citez-moi un cas où le RDPC a fait des mal et on a cassé un vélo de quelqu'un qui passe. Dans le RDPC, toujours. Non, le RDPC défend l'État et respecte ce qui représente l'État, ce qui n'est pas l'attitude des autres associations. Voilà, autre point. Juste pour ajouter une chose. Monsieur Aïssou, vous savez que quand il y a des manifestations publiques, le rôle des forces de l'ordre, c'est d'encadrer le mouvement, vous le savez. Non. Donc, non, c'est la personne qui rassemble, il signe que c'est lui qui va sauf que tu ne peux pas amener les gens que tu connais et tu veux que c'est quelqu'un d'autre qui vient les surveiller. Vous savez que le rôle des forces de l'ordre, c'est leur rôle. C'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. C'est leur rôle. Pourquoi on les a pas force de maintien de l'ordre? Force de maintien de l'ordre. C'est leur mission. Vous voulez que c'est les partis politiques qui le fassent? Tu es journaliste, prends la peine de lire le texte. C'est toujours... Pour avoir organisé des événements, moi aussi. Pour avoir obtenu l'autorisation. Sur la voie publique. Bien sûr. Un journaliste, il fait quoi dans la voie publique? En dehors d'être journaliste, j'ai d'autres activités que je mène aussi en tant que citoyen. Ah bon? En tant que citoyen. Des activités culturelles, par exemple, ça ici. Les associations de ta famille, par exemple, dans la rue. Ok. Vous voyez, donc quand vous avez l'autorisation, c'est que vous informez tous les autorités. Non, mais on te dit d'assurer l'ordre. C'est écrit. Oui, mais ça n'empêche que les autorités compétentes, la gendarmerie, le commissariat du coach, vous déposez copie là-bas pour savoir qu'à tel niveau, il y a événement. Et du coup, pour des sociétés de sécurité, ils encadrent. Ok. Voilà, elle nous a rejoint sur ce plateau. Elle, c'est maître Michel Doki. Michel Doki, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, avocate au barreau du Cameroun, militante du MRC. C'est bien ça? Oui. Voilà, bienvenue. Je vous prends, vous nous avez trouvé en train de parler de... On va revenir sur les NAM. Hein. Voilà, le candidat SDF Joshua aussi parle tout simplement de la fermeture de l'ENAM. Est-ce que c'est la même perception que votre champion Maurice Kamto a de cette école qui a formé quand même les hauts cadres de ce pays? Je ne sais pas si, en disant qu'il allait fermer l'ENAM, le candidat Joshua aussi a expliqué quelle était sa perception. Vous avez dit qu'il avait pris une décision. Je ne sais pas si ça indique énormément de choses par rapport à ce qu'il considère comme étant le rôle de l'ENAM ou l'image de l'ENAM. Peut-être que aujourd'hui, en tout cas, et là je peux en parler en tant que professionnel du droit comme mon champion, nous avons soif d'une justice qui soit plus efficace et de représentants de la justice qui soient plus rassurants quant à leur capacité de dire le droit et de dire la justice. Et est-ce que pour obtenir ce résultat-là, parce que c'est à ça que nous aspirons au MRC, ce que nous voulons pour relancer l'économie de ce pays, c'est de nous assurer que nous avons une justice forte et que nous avons une justice crédible. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont le corps judiciaire est alimenté, si je puis me permettre, est la meilleure manière? Je peux comprendre avec le candidat Joshua aussi qu'on se pose la question. Maintenant, je ne crois pas que cela signifie que l'ENAM, sachant d'ailleurs qu'elle ne fait pas que ça, elle ne fait pas que produire des magistrats, que l'ENAM en tant que structure
soit forcément en cause et que l'on remette en cause plusieurs décennies d'histoire de l'ENAM. Je crois que ce que nous demandons aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'elle répond aujourd'hui à nos besoins et comment est-ce qu'elle est... comment est-ce que l'entrée dans cette école qui est censée être une école d'élite est organisée, comment est-ce que c'est encadré et est-ce que nous avons l'assurance que le contribuable camerounais en a pour son argent parce que c'est lui qui paye. Et sur les conditions justement d'accès à l'ENAM, qu'est-ce que votre champion a à dire? Alors, il y a un certain nombre de choses vous pourrez lui poser la question, je crois qu'il sera là dimanche. Oui. Donc, il pourra répondre à votre question directement. Mais en ce qui concerne la formation politique, je crois que j'enforcerai des portes ouvertes en rappelant qu'il y a quelque temps, nous avons vu circuler sur nos téléphones des lettres de demande d'explication par rapport au fait qu'il y a des personnes, il y aurait eu une personne décédée qui aurait été admise à l'ENAM alors qu'elle n'a pas pu, parce qu'elle était décédée. Bon, encore qu'il faudrait peut-être prouver qu'elle était décédée, il faudrait peut-être prouver que les personnes décédées ne passent pas les oraux. Mais plus sérieusement, il me paraît qu'il y a eu un certain nombre de questions posées par rapport au sérieux de la sélection à l'entrée de cette institution. Ceci étant... est-ce que cela suffit pour dire que l'institution est problématique? Ce n'est pas l'approche qui est la nôtre. Ce qui ne va pas dans ce pays de manière générale et qui fait que ça ne fonctionne pas plus à l'ENAM, que ça ne fonctionne dans les hôpitaux, que ça ne fonctionne dans les écoles, etc., c'est qu'on a un système d'impunité généralisée. C'est que les personnes là où elles sont n'ont pas la crainte des conséquences des actes qu'elles posent quand elles posent des actes d'infraction à la loi. Et c'est ça que nous voulons changer. L'un des piliers de la vision de développement du MRC que le professeur Kamto veut mettre en œuvre à partir de début novembre, c'est la réforme des institutions et faire en sorte que nous ayons des institutions qui jouent leur rôle, qui est aussi un rôle de gendarme et de sanction quand il y a des infractions à la loi. Jean-Ici Bessala, oui. Maître Michel Ndoki parle d'impunité. On vous fait le reproche au RDPC, au gouvernement en place, de laisser passer beaucoup de choses. J'aimerais qu'elle dise que la liberté que le RDPC a instaurée et qui fait que nous sommes... Vous l'avez instauré? Bien sûr. Vous aviez le choix? Tout à fait, puisque c'était un vent. Hein? Le premier... Non. C'était le vent. Non, je veux stopper ça. Vous allez stopper le vent? Vous pouvez stopper le vent de l'Est? La tendance vous dit là. J'ai été élu conseiller municipal à Douala en 1987. À Vuri 3. Il y avait 3 listes aux élections populaires. Il y avait une autre qui avait été votée par l'Assemblée qui permettait que le même parti politique, là où c'est possible, il peut avoir 3 listes proposées aux électeurs. J'ai été élu conseiller municipal en 1987. Ce que vous parlez devant là, c'est peut-être 3 ou 4 ans plus tard. Donc on est d'accord, c'était bien un vent. C'est pas quelque chose que vous avez décidé de nous donner. C'était un vent. Hein? Moi, je préfère... Vous n'aviez pas le choix. On se connaît. Il a parlé. Est-ce que j'ai coupé? Non, allez-y donc. Tout ce qu'elle a dit, ça ne me plaisait pas. Mais je croisais les bras. Ça aussi, quand on apprend la démocratie, c'est ce que je lui demande. Quand j'ai mon temps de parler, laissez-moi terminer. Allez-y. Maintenant, non, c'est vous qui devez faire. Pourquoi je vous demande de continuer? Je voudrais dire que le respect des institutions, j'ai amené un journal ici, je ne sais pas quel âge, qu'est-ce que vous faisiez. Le Messager, numéro 76 du 15 décembre 1985 au 9 janvier 1986. Kamto a animé un débat terrible parce que le professeur Monondiana avait écrit un livre sans demander l'autorisation à quelqu'un, l'idée sociale chez Paul Biya. Tout d'un coup, paf! C'est la première fois que le Messager laisse le sport, il rentre dans les débats. Il a publié. Et dans ce journal, c'est pour ça que
je l'ai emmené, j'ai écrit un article. J'ai écrit les 3 fautes de, entre griffes, l'idée sociale selon Maurice Kamto. J'ai démontré qu'en 1986, Kamto avait dit que Monondiana, philosophe, a eu tort de dire que le régime de Biya est démocratique et social. Il dit que l'Assemblée qui a modifié la Constitution faisant du Premier ministre remplaçant le successeur constitutionnel. Il a écrit que c'est une assemblée moribonde. C'est l'irrespect profond d'une institution. Lorsque on commence à montrer que on n'aime pas, on est en train de saboter les institutions d'un pays en construction en Afrique. Attention, et j'ai écrit pour dire que Kamto n'aime pas le régime de Biya, mais qui ne se cache pas derrière les termes autres, qui disent que voici, je suis contre de ce système comme ça, écrit, hein? Mais il fallait attendre 20 ans ou 25 ans plus tard pour qu'on se rende compte que vraiment il était contre le régime. 32. Donc, je pense sincèrement que quand on veut gérer un pays jeune en Afrique, il ne faut pas commencer à secouer les institutions qui marchent dans ce pays. Sinon, on va tomber dans quelque chose qui va nous dépasser. C'est ce que je voulais d'abord dire à l'entame de ce qu'elle a dit. Et sur l'impunité. Ils disent qu'ils vont mettre un système militaire et que dès que tu fais mal, on t'arrête. Ils sont des avocats. Moi, j'accepterai. Mais moi, je ne vois pas où est ce qu'il dit là. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Quand on met les gens en prison, quand on dit que s'il est présent, il va les sortir. Où est la rigueur? Il veut sortir de prison les gens qui ont été jugés par le tribunal. Il dit qu'il est président, il va les sortir. Parce qu'il pense que c'est politique. Comment politique? Donc il critique la justice? Oui, mais je peux réagir. Je crois que je suis suffisamment proche du professeur Kamto pour pouvoir répondre à cette question. Alors, premièrement, je voudrais vous remercier parce que je crois que c'est très rare que nous ayons l'occasion d'avoir un militant convaincu et un porte-parole, une autorité, hein, parce que si vous avez été élu conseiller municipal il y a 31 ans à peu près, vous êtes quand même une autorité dans le RDPC. C'est la première fois, je crois, en tout cas que moi, je vois qu'un militant de la première heure du RDPC dit qu'il y a 32 ans déjà, Maurice Kamto avait quelque chose contre ce système et considérait qu'il y avait des choses à changer dans ce système. Je vous remercie pour cet aveu public parce que je crois que ça va renforcer la confiance de nos électeurs qui regardent et qui ont tendance à dire, toujours grâce à vos camarades, pas à vous, mais à vos camarades, qu'il ressemble et il est un peu trop proche du RDPC parce qu'il a eu le malheur d'accepter de servir la nation pendant quelques années. Ceci étant, sur la question de Moribond, si j'étais journaliste, je vous poserais une question. Combien de lois ont été adoptées l'année dernière? Peut-être que ce n'est pas respectueux vis-à-vis de l'institution de dire la vérité sur ce qu'elle est. Mais nous avons plus de respect pour les Camerounais, pour le peuple camerounais, que pour les institutions. Et sachant que quand vous dites les institutions, en fait, vous parlez de ceux qui les incarnent. C'est-à-dire que vous voudriez voir respecter un député, un sénateur, même s'il ne fait rien, même s'il est payé toute l'année à dormir, à ne rien produire et à ne rien résoudre. Ce n'est pas notre vision et je crois qu'il va falloir que vous vous habituiez, quand vous serez dans l'opposition, c'est-à-dire très bientôt, à ce que nous attendions de l'opposition, qu'elle ne soit pas moribonde, nous attendions de l'Assemblée, parce que j'espère quand même que vous aurez quelques sièges, que vous ne soyez pas moribond et que vous fassiez en sorte que cette institution soit active et participe activement à la construction de la nation. Maintenant, sur la question de la justice, le travail de la justice est d'équilibrer les rapports et de faire en sorte que les concitoyens se sentent apaisés
par rapport à une blessure qui aurait été faite à l'équilibre social, parce qu'il y a une loi qui a été violée, par exemple, que la communauté se sente apaisée. Et elle peut se sentir apaisée parce que quelqu'un est innocenté. Le fait est que aujourd'hui, l'opération Épervier et toutes les autres opérations qui ont été lancées pour assainir l'environnement des affaires ne donnent pas de résultats probants. Nous n'avons pas encore réussi à bâtir la réputation d'être une société où on respecte la loi et où on peut se targuer d'être un état de droit. Et l'une des manifestations de cela, c'est qu'effectivement, ce système, le système judiciaire en particulier, aux commandes, parce que vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas aux commandes. Comment expliquer autrement que vous arrêtiez Félix Kongo-Agbor-Balla et le docteur Fontaine, que pendant 10 mois, ministre de la communication à l'appui, vous dites à tout le monde qu'il s'agit de personnes qui sont des terroristes et qu'au bout de 10 mois, sur ordre du chef de l'État, ces personnes se retrouvent libres et lavées de toute accusation. Ce n'est pas ça la justice et ce n'est pas ce que le peuple camerounais attend de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir des personnes à qui il confie le pouvoir de dire le droit et de faire en sorte que ce droit soit correctement appliqué. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans les 2 cas qui nous occupent. Nous avons quelqu'un qui est condamné pour avoir commis une infraction qui est reprochée, ou en tout cas une infraction similaire, à son prédécesseur. Et il s'agit de détournement d'argent. On ne peut pas, dans ce cas-là, et je simplifie exprès parce que je crois que ce n'est pas pour ça que nous sommes ici, vous ne pouvez pas à la fois donner ce sentiment de bizarrerie et dire que ceux qui veulent voir changer un système, et je le répète, merci d'avoir admis publiquement que le professeur veut voir changer ce système depuis au moins 32 ans. Ceux qui veulent voir changer ce système s'attendent à ce que la justice soit correctement dite et que quand la justice est imparfaite, qu'elle ne fait pas correctement son travail, que quelqu'un ne reste pas en prison sans justification légale. Vous ne pouvez pas le leur reprocher. Ok, Hervé Villard, sur la question de l'impunité. Oui, il faut quand même dire que le Cameroun va avoir c'est parce que on ne sanctionne pas des gens. On a nommé déjà des postes qui font 10 ans, 15 ans. Ils n'ont même pas obligation de rendement. Il n'y a même pas, comment dire, on pensait que pour que le régime de renouveau puisse appliquer, puisse être le régime qui va permettre au Cameroun d'être un pays assez développé, d'atteindre rapidement l'émergence, il fallait bien connaître ce qu'on appelle un management par objectif. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne rend compte à personne. Vous êtes un directeur général, vous avez presque tous les pouvoirs. Vous ne rendez compte à compte Camerounais. Et du coup, on a l'impression que c'est votre maison, c'est votre part du gâteau qu'on a coupé. Du coup, vous gérez comme vous voulez. Et du coup, le peuple camerounais qui a besoin, qui doit être servi, se trouve être l'objet et non plus le sujet. Parce que le pouvoir, on le dit toujours, appartient au peuple. Malheureusement, ce n'est pas ça. Et j'ai tout à l'heure parlé de l'administration, de la gestion de l'administration. Prenez l'exemple, allez dans le bureau administratif à 8h, 9h. Qu'est-ce qu'on fait? On se scie les pouces. Là où il y a un écran de télévision, vraiment, on va mettre pour les femmes, on va mettre la division des novelas. On regarde. On ne s'inquiète pas de la présence d'un Camerounais. Au contraire, dès que vous arrivez, vous êtes un élément, vous êtes nuisible. Partout vous empêchez à quelqu'un de suivre son programme de télévision. Pourtant, c'est pas pour ça qu'il est là. Okay. Or, c'est pour ça qu'il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Et on va, monsieur Bessa sur ce plateau, doit sentir certainement indexé, c'est parce qu'il appartient à ce régime. Il peut être un élément important de ce régime parce qu'il fait bien ces choses. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous observons de manière générale. Et du coup, on ne peut que le décrier. Hervé Villard dit qu'il faut que les choses changent. Maître Michel Ndoki dit que au lendemain du 7 octobre, vous imaginez l'opposition. Comment c'est cela? Je trouve ça tout à fait normal. Oui. Le régime que le RDPC a instauré au Cameroun veut que chacun s'exprime, ils disent ce qu'ils croient être juste. Mais ce qu'ils ont dit, oui. J'ai dit que Kamto avait écrit Assemblée nationale moribonde. Okay. Je n'ai pas dit qu'il a dit que des députés moribonds. Okay. C'est deux choses différentes. Assemblée, c'est l'institution. Deuxièmement, j'ai pris un exemple. On va prendre le journal. Non, peu importe. Voici, vous m'avez demandé d'arriver ici à 18h30. Voilà, les autres devaient venir à la même heure. Mais vous nous avez déjà dit ça. Non, mais lui aussi l'a dit ce qu'il répète là. Ok. Le peuple, chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Merci. Voilà,
Merci. député membre important d'un parti qui veut apporter Merci. le meilleur. Merci. Il arrive Jean-Haïssy Bessala, merci. Merci, merci. Non, c'est Cédric pas bon. Moufele, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà le journal de 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 éléments principaux pour nous. Ce soir, nous reviendrons sur le parcours exceptionnel d'un capitaine d'industrie qui s'en est allé. Vous le savez, le décès de Kadji de Fosso qui a résonné comme une onde de choc au Cameroun et à travers le continent africain. Nous reviendrons sur son modèle de réussite, comment il a bâti son empire d'industrie au Cameroun et dans plusieurs pays africains, lui qui était pourvoyeur des milliers d'emplois au Cameroun et dans le reste de l'Afrique. Nous évoquerons également le sort de ces enseignants contractuels. Depuis 18 ans, ils peinent à obtenir leur intégration à la fonction publique. Pourtant, plusieurs promesses gouvernementales ont été faites jusqu'ici. Nous évoquerons en politique l'engagement et la détermination de Joshua aussi à aller battre campagne dans les régions anglophones malgré cette violence observée depuis quelques mois dans cette partie du Cameroun et d'autres interrogations sur un candidat, celui du RDPC, en cette période de pré-campagne électorale. Où est passé le candidat du RDPC, Paul Biya? Analyse à suivre dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, l'essentiel de tous ces éléments développés seront développés dans quelques instants dans le 20h de Cédric Moufele. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau Equinox-Soir, toujours en compagnie des experts. Je commence avec vous, Jean-Haïssy Bessala. Kadji de Fosso s'en est allé à 95 ans. Je pense qu'il n'y a pas... Belle mission sur Terre. Tout à fait. Et je pense que ses parents proches et sous, ils doivent remercier Dieu de l'avoir gardé jusqu'à 95 ans. Et surtout le travail qu'il a fait, ça mérite qu'on l'honore comme il faut. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est que c'est un noble citoyen qui s'en va dignement. Ok. Maître Michel Doki, quel souvenir vous gardez de cet homme, Joseph Kadji de Fosso? Je garde le souvenir de Il aura fallu du temps. C'est une campagne publicitaire qui m'avait vraiment inspirée. Je me souviens, je crois que je terminais mon lycée à l'époque et j'avais trouvé qu'il y avait là l'expression de ce que nous pouvons avoir de génial. Vous voyez ces phrases simples, oui, qui accrochent. Je crois que ce sont c'est une campagne qui doit être utilisée comme un exemple dans les écoles de marketing. C'était vraiment très bien connaître, et c'est une phrase que nous avons récupérée et adoptée dans le langage pendant des années. Donc pour moi, elle symbolise ce que nous pouvons avoir d'excellent, de simple, d'humble, mais de profondément travailleur. Et je crois que c'est ça que nous devons garder, c'est ça que nous devons transmettre, hein, pour poursuivre notre œuvre de construction de cette nation. Le souvenir que nous pouvons être très profondément travailleurs, humbles et excellents en même temps. Ok. Hervé Villandilé, vous étiez ce matin à la résidence du patriarche à Bonanjo. Oui, l'ambiance là-bas. Effectivement, il faut dire que je suis arrivé très tôt ce matin pour vivre un peu ce qui s'est passé de ce côté-là. Curieusement, en fait, peut-être la douleur était plutôt intérieure, n'était pas extérieure. Il n'y avait pas trop de sanglots comme on a l'habitude de voir dans des moments de tristesse comme celui que nous vivons actuellement. Peut-être dû à son âge. Il y a également son âge. Et quand je discutais avec plusieurs membres de cette famille, la phrase que venait, papa est parti se reposer. Et quand même des personnes arrivaient avec des sanglots, ce sont même encore les membres de famille qui réussissaient, n'est-ce pas, à aller calmer en disant papa allait se reposer.
Donc du coup pour eux, je dirais pas que c'est une fierté parce que quand on a un être, quand il s'en va, il y a cette petite tristesse. Mais il faut reconnaître que certainement que les années de maladie l'ont davantage épuisé qu'il était devenu. Je ne voulais pas dire qu'il était devenu un fardeau pour sa famille parce qu'on ne voulait pas le voir souffrir autant. Peut-être pour tout le travail qu'il a fait, pour tout l'amour qu'il a donné. Mais en fait, je pense que son départ, même s'il est choquant, serait peut-être une bonne chose parce qu'il reste éternel en fait. Donc en fait, c'est vrai qu'actuellement les préparatifs se font pour que les veillées puissent se faire, les recueillements puissent se faire tous les jours à partir de 18h à son domicile à Bonanjo. Mais la tristesse y est, mais pas la propension que nous espérions. Pas déçu, mais du moins, quand un être cher s'en va, il y a toujours de la tristesse. Donc du coup, la famille est un peu éplorée, mais bon, ça rigole quand même un peu. Jean-Issi Bessara, oui. Éternel au regard des œuvres de Kandji de Fosso? Non, je pense que il ne faut pas exagérer autrement. Il a dit quelque chose de très important. Lorsque un être humain a fait un bon parcours sur Terre, oui, et qu'il meurt à cet âge-là, souvent chez nous, c'est une fête. Oui. On ne pleure pas. Mais moi, je peux dire simplement une petite anecdote. J'étais inspecteur au Crédit Foncier. Et à l'époque, les inspecteurs étaient chargés de recouvrement. On nous demandait que c'est vous qui donnez des prêts, allez alors chercher l'argent. Je suis allé à la direction du groupe de Kandji, je ne savais pas où c'était, vers à côté de la direction commerciale d'Orange. C'est là où il y avait ces bureaux. J'arrive, je dis que je viens faire le recouvrement. J'avais déjà la liste et les montants que le Crédit Foncier réclamait. On me présente au comptable. Je m'assieds à côté. Tout d'un coup, M. Kandji rentre dans la pièce. Par réflexe, je me suis levé, j'ai baissé la tête. Il est passé, il demande à son comptable, c'est qui ça? Il lui a dit inspecteur, je ne sais pas s'il a confondu, peut-être inspecteur des impôts. Il vient me dire que ça dit, je viens faire le recouvrement. C'est comment? Il demande au comptable. Il dit oui, le montant c'est combien? C'était 12 millions que les gens qui travaillaient dans ces groupes avaient accumulé pour le remboursement des prêts. Il a donné l'ordre à son comptable, prends le chèque de telle banque, fais ça, je signe tout de suite. Je suis arrivé au bureau, j'étais un champion de recouvrement, 12 millions du coup. Donc, il était comme ça. Si tu as la chance, oui, il te reçoit. Oui. Intègre. Ouais. Non, moi, c'est vous qui... Je trouve que c'est très intègre d'avoir eu le réflexe, oui, de dire vous demandez. Mon attitude, j'ai fait, moi je pense que spontanément, j'ai dit, face à Kandji, je me suis levé, j'ai baissé la tête. Ça aussi, c'est le respect, il faut tenir compte. Lorsque quelqu'un rentre en parti politique, rentre, je ne sais pas où, il croit qu'il est déjà au-dessus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut absolument, dans les partis politiques, qu'on instruise, qu'on forme les militants de respecter les autorités et les aimer. C'est ce que je prétends, que je voulais dire. Donc j'étais en train de dire que je trouvais que son attitude qui consistait à dire on vous doit combien, oui, on fait le chèque, je le paye, au lieu de dire moi les dossiers, oui, allons vérifier, est-ce qu'on ne peut pas s'entendre, je paye moins, etc. était, oui, un signe d'intégrité et que dans ce sens-là, c'est un modèle. Et je crois que c'était aussi quelqu'un qui n'avait pas peur d'innover. Et ce sont des qualités que l'on aime voir. J'espère que c'est ce que les jeunes générations garderont. On garde en mémoire aussi bien les sodas, les boissons gazeuses, que la bière donc qui est arrivée et qui a justifié la campagne. Il a fallu du temps. Mais on garde aussi Kandji Sport Academy et je crois qu'il était un pionnier dans ce domaine. Et on garde, parce que pour moi c'était une expérience très intéressante, ces petites boutiques, cette incursion dans le monde, oui, oui, des fast-food, oui, et de servir des boissons dans des canettes, et pour la rendre plus accessible, pour
adapter à notre contexte culturel l'idée de service rapide, de fast-food, comme on dit. Et je trouve que ça, c'est un exemple à suivre. C'est ce type de dynamique qu'il faut impulser. Il faut stimuler la créativité et pousser les gens à se challenger, à se dépasser et à aller plus loin dans la création d'entreprises. Et je crois que la route de la prospérité pour notre pays passe par là. Malheureusement, et je voudrais terminer là-dessus, enfin malheureusement, ce n'est pas encore un malheur, nous ne savons pas clairement comment s'organise la succession. Et c'est un des drames de cette génération d'entrepreneurs. C'est que ce sont des entreprises, vous avez quelques entreprises comme ça qui grossissent, qui grandissent très vite. Je pense au patrimoine qu'a laissé le feu Sopo Priso. Et une organisation insuffisante, à notre sens, de la succession fait que il y a un risque que l'entreprise parte avec l'entrepreneur. Et ça, c'est dommage parce que, comme votre collègue l'a rappelé tout à l'heure, il y a quand même des milliers d'emplois qui ont été créés. Donc, j'espère vivement que ce qu'il a laissé, les entreprises qu'il a laissées survivront à leurs créateurs. Je crois que tout a été organisé depuis 2010. D'accord. On espère que tout a effectivement été organisé parce qu'on essaie de voir que le père était quand même malade depuis un certain temps. Ce sont ses enfants qui assuraient l'intérim. Ça veut dire qu'à ce niveau, certainement, beaucoup de choses ont déjà été réglées. Donc, quand on a quand même en face du décès d'un homme comme celui-là, on a un peu de regret parce qu'on aurait bien voulu qu'il vive pendant longtemps pour transmettre davantage son savoir aux autres. Vous savez, chez nous en Afrique, on dit un vieux homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc du coup, c'est le seul regret qu'on peut avoir. On espère quand même que... Et c'est ça, nous pourrons inspirer d'autres Camerounais parce que les hommes d'affaires de sa trame au Cameroun, on en compte au bout du doigt d'une main. Pour comprendre que... Et pour avoir un pays développé, il faudrait bien qu'on puisse avoir des gens comme lui, des Kaji comme lui, qui osent et qui prennent le risque parce que faire des affaires, c'est prendre du risque. Et c'est également avoir du cœur parce que, et avoir même une forme de notoriété. Et je crois que le père Kadji l'avait, quand vous essayez de regarder la liste des entreprises qu'il a créées depuis 1972, vous comprenez que c'est un monsieur qui voulait oser. Et pour un Cameroun prospère, il faut des gens comme ça. Donc, c'est vrai que Kadji est mort, mais vive Kadji. Ok. Jean-Yves Bessala, oui. Où est passé votre champion? On ne le sent pas beaucoup pour cette période de pré-campagne. Juste le tweet pour annoncer sa candidature. Je voudrais profiter pour dire que jusqu'à la passation des services après les élections prochaines, Paul Biya demeure le président de la République du Cameroun. Oui. Donc il est impossible de le traiter comme n'importe quel candidat. Si les gens ne le comprennent pas, comme je vous explique, il est candidat. Si vous l'invitez dans votre studio pour qu'il vienne parler, le protocole, il va exiger qu'il y ait, par exemple... Protocole d'interview? Non, seulement ça. Il ne va pas grimper 5 étages comme je le fais en alternance. Il faut l'ascenseur. Je suis cru, s'il a besoin de faire pipi, il ne va pas aller patauger dans les eaux qui sont dans vos toilettes. Non, monsieur ici, faut pas... Ce n'est pas ça le problème. Vous pouvez passer votre candidat. Pour vous, vous pouvez passer le président. Non. Il n'y a qu'en Suisse qu'il y a des Non, je vous ai posé la question. Je dis, on a senti le président, il a annoncé sa candidature. Il y a une période de pré-campagne. On ne le sent pas beaucoup. On le sollicite pour des débats. On envoie des émissaires. C'est ça ma question. J'ai dit qu'il est président de la République du Cameroun. Il n'est pas candidat? Même candidat, il n'est pas un candidat comme Kamto par exemple. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas ça, il y a quelque chose qu'il faut alors qu'on vous éduque. Un président candidat ne peut pas être traité, ne peut pas se comporter par celui qui part je ne sais pas où pour être candidat président de la République. Si vous ne pouvez pas respecter cela, eh bien, c'est dommage.
Donc il faudrait respecter l'absence du président de la République parce que il est candidat, mais c'est pas grave. Le peuple n'a pas besoin de l'entendre, n'a pas besoin de le voir. J'aimerais quand même rappeler que les comptes Twitter sont rarement, surtout pour des personnalités publiques, gérés par leur auteur ou leur propriétaire supposé. Donc il est même très probable qu'il ne se soit pas donné la peine de demander au peuple. Donc on s'en tient à ça. Vous en tenez à ce que vous voulez, et moi je fais la même chose. On est en démocratie et ce que je dis, c'est un fait. On s'en tient, on peut s'en tenir au fait que très souvent, les personnes qui gèrent des comptes Twitter sont différentes des personnes au nom desquelles elles les gèrent quand il s'agit de personnes publiques. Nous n'avons donc jamais eu le candidat qui nous dise lui-même qu'il était candidat. Mais ce n'est pas la première fois. Hein. Si ça peut mettre de l'eau dans le moulin de M. Aïssi Bessala, ce n'est pas la première fois. En 2011 ou en 2004, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est M. Jacques Famendongo qui avait annoncé sa candidature. Donc il n'a pas l'habitude de daigner se présenter à ses compatriotes pour leur dire qu'il demande à nouveau qu'ils leur fassent confiance. Et je crois que ce n'est pas grave parce que de toute façon, une chose qu'il faut comprendre à propos de cette élection, c'est que même lui, le très très grand président qui ne peut pas aller dans n'importe quelle toilette, a besoin de vous, a besoin de nous, a besoin du peuple pour rester là où il est. Et que donc, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous en pensez, ce que vous voulez pour votre pays. Donc, qu'il soit là ou qu'il n'y soit pas, ma foi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons largement de quoi, en tant que peuple, choisir. Nous commençons à avoir des conversations qui sont intéressantes. Et ça, c'est inédit et ça doit être salué dans notre pays. On commence à avoir des conversations sur les programmes. On commence à avoir des conversations sur des visions de développement qui s'affrontent. Affrontons notre vision de développement. Ceux qui veulent être absents ou plus près de leur toilette, respectons. L'absence du président. Il faut dire que je dois avoir deux analyses. Oui. La première sur l'équité électorale. Quand on parle d'équité électorale, ça veut dire que les candidats, on les met sur la même table, on les présente. Une certaine période. Exactement. Je pense qu'après de campagne, effectivement, le président de la République candidat devait se comporter comme tous les autres, descendre pour convaincre les électeurs. Au moins, on pourra parler d'équité, de transparence à ce niveau-là. On le voit à l'œuvre comme tous les autres. Maintenant, sur notre plan, quand même, on va constater que c'est un président de la République. Il est d'abord président de la République avant d'être candidat. Donc, ça veut dire qu'il a une double casquette. Bon, on sait quand même que depuis plusieurs années, le chef d'État n'a presque jamais battu campagne. Et il a la chance d'avoir pour lui des émissaires qu'il envoie faire campagne. C'est peut-être la chance qu'il a d'avoir des émissaires qui battent campagne pour lui. À ce niveau, on va quand même dire que ce n'est pas normal. Même si on a la chance d'avoir M. Aïssi et les autres, c'est peut-être sa chance. Qui bat campagne pour lui, on cotise pour lui, c'est peut-être à son avantage. Sauf que pour le respect du citoyen camerounais, qu'il gère et qu'il a appelé à gérer demain au lendemain du 7 octobre. Et qui le paye? On a quand même besoin de venir en tant que président de la République, de le voir dire, chers compatriotes, pas seulement à l'occasion des discours officiels et habituels que nous connaissons pendant une période de campagne. Bon, il faut quand même reconnaître qu'on est désolé de ne pas le voir. Ça fait quand même plaisir de voir le président de la République en action. Bon, heureusement pour lui, en tant que président de la République, il a la chance d'avoir Aïssi, d'avoir Charles Ndongo. Peut-être que les autres n'en ont pas cette même possibilité. Et il a également des moyens. Il faut qu'il ait des moyens de l'État qu'il a. Ce sont des faits. Ce sont les moyens de l'État et certainement que c'est peut-être pour ça qu'il ne bat pas campagne. Je suis très surpris. Par quoi? Vous voulez dire quelque chose? Oui, vous êtes surpris par quoi? Allez-y d'abord. Je vais poser ma question par là. Lequel? Le chef service des sports du journal La Nouvelle Expression. Il est ici avec moi depuis 18h30. Ah, vous revenez sur le problème de l'heure? Très important. On ne peut pas. C'est ça qui fait que le président on ne peut pas refuser de respecter les téléspectateurs, mais on vient donner les leçons au chef de l'État qui ne vient pas. C'est ce que je dis, qu'on ne doit pas traîner la République dans la boue. Mais je vais dire quelque chose de très méchant. J'ai marqué quelque chose ici, dit par un grand professeur. Il avait dit que Kamto a un déficit chronique de conviction politique. C'est très grave que quelqu'un qui change de conviction politique par saison envoie des gens dans les médias pour penser que le Cameroun n'a pas un président actuellement
et que celui qui est président, on doit le traiter. C'est ce qu'elle a dit, maintenant Doki. J'ai cité son nom. Mais si tu dis que vous, non, vous dites qu'on envoie des gens sur les médias. Oui. Je parle ce que je pense, que lorsque quelqu'un est président, il devient candidat, il ne peut pas cesser d'être président. Donc il lui faut des égards dus à son rang. C'est tout ce que je dis. Si les gens n'ont pas de conviction politique qui changent comme des saisons, oui, d'autres savent que le comportement politique de respect, c'est comme ça. Non, je crois que je pense qu'il faut quand même reconnaître. Il vous l'a dit, hein, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le RDPC. Donc des gens qui changent d'avis et qui arrivent au RDPC après avoir changé d'avis, il connaît, il en parle en expert. Hein, il fait des ministres de certains d'entre eux. Et il y en a qui chantent des chansons contre son champion et puis qui après commencent à dire à la télévision, je me suis trompé, pardon, j'ai entraîné beaucoup de gens dans mon erreur. Donc il faut bien écouter ce que M. Aïssi Bessal a dit, parce que les gens qui retournent leur veste, il est dans le cas où on a des spécialistes. Ceci étant, il me semble que même en tant que président de la République, M. Paul Biya nous manque beaucoup. Hein, nous avons des problèmes et nous avons des problèmes sérieux et je trouve vraiment dramatique et je ne peux pas m'empêcher d'être un citoyen en même temps que je suis un militant de parti politique. Je trouve vraiment dramatique que les cadres du RDPC qui se succèdent, pauvres d'eux, sur les plateaux pour défendre l'absence de vision du président actuel de la République, fassent semblant de l'ignorer. Nous avons des problèmes sérieux. Monsieur Joshua aussi, tout à l'heure, on a eu un élément sur son engagement d'aller battre campagne au nord-ouest et au sud-ouest. Et on dit ça, et quelqu'un qui ne connaît pas l'actualité du Cameroun peut se demander pourquoi est-ce qu'on salue le fait particulier qu'il aille au nord-ouest et au sud-ouest. Mais parce qu'il s'agit d'une zone en guerre. Il s'agit d'une zone où le ministre de la Défense, quand il fait une descente, son convoi est attaqué. Et il y a des blessés dans son convoi. Donc, on est en train de parler d'un pays qui a des problèmes sérieux et qui attend de son président de la République que lorsque l'on apprend que 122 villages ont été effacés de la carte du Cameroun entre le nord-ouest et le sud-ouest, que plus de 200 000 personnes sont sans domicile et déplacées à l'intérieur du Cameroun, sans compter les 40 000 qui sont à l'extérieur, que des personnes que l'on mandate pour aller pacifier une partie de septentrion du pays en profitent pour se transformer en exécuteurs sommaires et sanguinaires. Après que l'on ait prétendu que ce n'était pas les nôtres, qu'on finisse par dire que ce sont les nôtres, mais que ce n'est pas grave, on va faire une commission d'enquête. Quand on voit ce genre de choses se passer, on a envie que le président de la République, puisque vous tenez à ce qu'on le considère uniquement comme ça, et qu'on oublie qu'il est un candidat, ce que je peux comprendre vu la qualité de son bilan, du bilan qu'il a à défendre, même si on le considère comme un président, je crois que la moindre des choses, c'est qu'il vienne nous parler de ce qu'il est en train de faire tant qu'il est là, parce que chaque jour qui passe, il a le devoir de s'assurer que la paix revienne. Chaque jour qui passe, il a le devoir de s'assurer qu'il n'y ait pas un mort de plus. Or, les morts se multiplient, que ce soit ceux qui sont dus à une crise, ceux qui sont dus à la guerre, ceux qui sont dus aux mauvaises routes, ceux qui sont dus à la pluie. Et on ne le voit pas s'exprimer sur ces questions. C'est de ça qu'on est en train de parler, c'est de ça que monsieur parlait tout à l'heure, et c'est de ça que parle le peuple camerounais. Maintenant, nous devons faire en sorte de nous habituer au fait que le président de la République n'est pas intéressé par ce que nous en pensons et nous devons faire en sorte de faire notre part par rapport à ça. Ce président de la République-là, c'est nous qui l'avons choisi. Il nous suffit d'en choisir un autre. Il ne nous reste que quelques jours pour le faire. Je sais, Jean-Yves Bessala, je vais préciser ma pensée. Hein. Est-ce que vous comprenez que depuis un certain temps, certains candidats, nous sommes dans le contexte de la présidentielle, recusent les envoyés de votre champion? Moi, j'en sais rien. Parce qu'ils veulent avoir en face d'eux le candidat du RDPC. Moi, personnellement, si vous m'invitez, un autre arrive, il dit qu'il ne peut pas parler devant moi parce que je suis un militant de base du RDPC. Je prends mes clics et pas que je parle. Vous comprenez? J'occupe ma place sans avoir
honte. Je suis un militant de base du RDPC. Donc un citoyen lambda. Mais j'ai la carte d'électeur, j'ai ma carte d'identité. Donc je suis un citoyen, être humain. Mais si quelqu'un vient plus fort que moi, non, je cède. C'est pour cela que je dis que lorsque quelqu'un est président de la République, il faut le traiter avec ses égards. Mais ce qui se passe, généralement, il y a un phénomène dehors là qu'on appelle la transhumance politique. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, il est dans tel parti, brillamment, il parle. 6 mois après, on dit qu'il est déjà dans l'autre parti politique. À la veille des élections, il y a des gens qui quittent brillamment qu'ils étaient dans un parti politique. Tout de suite, il va dans un parti politique où il y a un candidat bien, on le nomme tout de suite. Vous oubliez le G20? Vous pensez à mon confrère en disant ça? Vous avez oublié le G20? J'ai en train de dire que le G20, c'est des responsables des partis politiques qui ont dit que nous soutenons tel parti. Ils n'ont pas démissionné. Non, mais ce que je dis, la transhumance, c'est des gens qui changent de parti politique comme on change de veste. Dans ce cas, ceux-là, ils doivent prendre quand même des précautions pour venir critiquer le président de la République pour dire qu'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Comme eux-mêmes ne se respectent pas leurs convictions politiques, ils changent comme des bonnets. Moi, je ne peux pas changer le président de la République. J'ai l'impression qu'on est en train de tourner autour du pot, qu'on ne va pas droit au but. Monsieur ici, je pense que la question centrale, c'est celle de l'absence du chef de l'État. À ce moment précis, où les Camerounais ont besoin de l'écouter et de l'entendre, parce que ça fait quand même bien que lui-même, c'est vrai que en battant campagne pour lui, vous apportez des éléments qui sont certes rassurants, mais je pense que l'autorité, quand il parle, ça fait que c'est un contrat qu'il signe avec ceux qui l'écoutent pendant qu'il bat campagne, et que celui qui va lui donner sa voix dit, le chef d'État m'a promis telle chose, je vote parce que j'attends la chose promise. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant qu'on tourne la transhumance, je pense que vous essayez de nous garer. Donc, pour revenir au sujet, je disais tantôt que le chef d'État est d'abord chef d'État. On ne va pas lui enlever ses priorités. Sauf que, par respect pour le peuple camerounais, qu'il doit gouverner, qu'il gouverne, ou qu'il gouvernera certainement après les élections, il doit quand même venir signer ce contrat avec nous. C'est le contrat, c'est la campagne qu'il fait avec les nombreuses promesses et son programme d'action. C'est de ça qu'il s'agit. Défendre surtout le bilan. Bien sûr, parce que quand on va voter quelqu'un sur le contrat, c'est dire que, ok, vous nous avez présenté tel programme de campagne, c'est en fonction de ce programme que nous allons vous renouveler notre confiance. Dès que c'est fait, à base de ça, parce que ce ne sera pas M. Aïssi qui va le faire, ce sera le chef d'État qui va s'engager. Vous n'êtes qu'un émissaire, vous n'avez pas le plein pouvoir qu'a le chef d'État de pouvoir exécuter ce programme. Donc du coup, c'est plus rassurant pour les lecteurs que je suis et pour ceux qui nous écoutent de savoir que ce chef d'État qui est venu dire je ferai ci, je ferai ça. Et du coup, on prend ça pour agent comptant. Ça devient, comme on dit en argumentation, argument d'autorité. C'est lui qui l'a dit. Ce ne sont pas des paroles reprises. Je crois que c'est même ça l'objet de ce débat. Maître Michel Doki, est-ce que votre champion est prêt à discuter comme ça avec un émissaire du RDPC qui vient d'en parler au nom du président? Mais pour dire quoi? Pour dire quoi? L'émissaire en question vient dire quoi? À quoi est-ce que sert un débat? Et je crois qu'il faut quand même de temps en temps revenir au basique. À quoi est-ce que cela sert d'avoir un candidat qui vient s'exprimer? On est en train de parler des élections présidentielles. Il ne s'agit pas d'une bataille entre partis politiques. Et je trouve ça pathétique de la part du RDPC. C'est la deuxième fois que je vois un militant du RDPC faire ça. Et j'ai l'impression que c'est une stratégie. On arrive sur le plateau, on ne parle pas de son bilan. Alors qu'on est en train de vous interroger dessus, on ne parle pas de ses manquements ou de ses réussites. On vous donne la parole pour parler de ce que vous avez réussi et de ce que vous avez l'intention de continuer à réussir. Et vous vous obstinez à dire, vous savez, celui-là c'est un tricheur, c'est un imposteur, puis elle est impolie, elle n'est pas venue. C'est pathétique. Quel est le téléspectateur que vous voulez voir dupe de ce type de supercherie? On ne peut pas sérieusement l'espérer. Maintenant, sur la question du débat, nous venons devant les téléspectateurs qui sont des électeurs dans le cadre de la conversation sur la campagne présidentielle pour confronter des visions et aider les gens à choisir. Parce que c'est une règle que personne ne nie. C'est le peuple qui le choisit. Soit parce que
il va aux urnes, ce que nous espérons vraiment que vous allez faire, soit parce qu'il n'y va pas. C'est le peuple qui décide. Le président actuel de la République, comme tous les autres, ne peut pas ne pas admettre que c'est le peuple qui a décidé, par action ou par omission, de le mettre là. Et c'est pour ça que l'on fait des débats. Pour que le peuple reprenne une décision en connaissance de cause. Alors, quand il envoie un émissaire qui vient dire qu'il aime le président de la République et qui vient, comme M. Aïssi Bessala tout à l'heure, dire oui, mais de toute façon, celui-là, vous savez, il avait pris 14 milliards alors qu'il était ministre, il s'est fait attribuer un marché. Oh, vous savez, celui-là, de toute façon, il a des problèmes avec sa sœur. Celui-là, oh, vous savez, de toute façon, il n'a même pas tout à fait la nationalité camerounaise. Ça aide l'électeur à décider à qui il va confier le résultat de son travail, parce que la production des richesses, le budget de l'État que ces personnes gèrent, c'est la production des richesses des Camerounais, c'est la sueur du front des personnes qui nous regardent. Donc, la personne qui dit « je voudrais que vous me fassiez l'honneur de me confier ces richesses-là » a le droit de dire « demandez à mes concurrents ». Et nous voulons que l'on cesse de considérer qu'on a d'un côté 8 concurrents et de l'autre côté une personne qui, comme a dit malheureusement monsieur tout à l'heure, va probablement être réélu. Il y a 9 personnes qui confrontent leur vision de développement et c'est entre ces personnes-là que les débats doivent être organisés, pas entre des supporters ou des fans. Les supporters et les fans peuvent faire comme monsieur Aïssi Bessala et moi-même, dire pourquoi ils croient en tel ou tel champion, mais en définitive, si vous voulez que monsieur Kamto affronte un concurrent, la moindre des choses, c'est que ce soit un concurrent. Alors, si le concurrent ne peut pas, ne veut pas, on ne peut pas le forcer. Okay. S'il dit que c'est parce qu'il est président de la République qu'il ne se déplacera pas parce que vos toilettes ne sont pas dignes de son auguste derrière, on respecte et on en tirera les conséquences. Ok, merci. C'était le mot de la fin. Hervé Villard, pour terminer, nous sommes arrivés à la fin. J'ai vu M. Bessala noter beaucoup de choses là. C'est pour nous, c'est pour cette émission. Si vous me donnez la parole, je dis 2 mots. Ok, si oui. Hervé Villard d'abord. Okay. Je vais vous donner la parole. Il faut quand même dire que lors des élections présidentielles, comme ce sont l'attente de tous les candidats, ils sont 9 actuellement dans les dossiers qui ont passé qui sont attendus, qui proposent des projets réalisables. Parce qu'en réalité, le Camerounais attend qu'une seule chose, qu'on améliore leurs conditions de vie. Et pour vous dire vrai, quand vous faites le tour du doigt là... Pourquoi quand aussi il parle de 160 000, les gens n'y croient pas? C'est pas... Oui, mais c'est son projet. Et lui, ça a les mécanismes pour pouvoir démontrer cela. Il fallait aussi sur le plateau hier. Je pense qu'il a donné suffisamment d'arguments aux téléspectateurs d'Equinox Télévision par rapport à son programme. Donc, ce que j'ai envie de dire par rapport au tout, c'est que, en tant que Camerounais, moi, j'attends que nos conditions de vie soient améliorées parce que, voilà, la rentrée scolaire, si vous faites pour un travail que nous sommes en train de faire depuis, on veut travailler sur ce plateau, 80% des parents au jour d'aujourd'hui ne dorment plus parce qu'il faut chercher à savoir comment faire pour inscrire les enfants à l'école. La faute à qui? Bien sûr, nous sommes dans un pays qui ne fonctionne pas normalement. Vous travaillez, vous travaillez, on ne paye pas les salaires, donc pour commencer, quand même on a payé, le taux de vie est tellement élevé. À Douala, par exemple, prenez un studio à Douala, vous n'avez pas 70 000 francs. Un studio qui est modèle du moins à votre dimanche, vous ne pouvez pas l'habiter. On vous demande un an de loyer. Et du coup, vous êtes obligé d'aller vivre dans le lobby où on interdit de construire. Voilà le quotidien du Camerounais. Et c'est ça qu'on veut que ça change au lendemain des élections présidentielles. Jean-Aïssi Bessala. Merci. Oui. Vous avez noté 2 ou 3 choses. Chers téléspectateurs, la campagne électorale n'est pas encore commencée. Vous vous adressez à eux là? Bien sûr, je m'adresse à vous. La campagne électorale n'a pas encore commencé. Oui, le président de la République doit scrupuleusement respecter cela. Maintenant, les jeunes, les nouveaux qui viennent, qui ne se connaissent pas, ils doivent tout faire pour être mieux connus. Quand la campagne ce serait mieux. Donc, à partir du 24 septembre. Je dis que la campagne n'a pas encore commencé. Ce que nous faisons, c'est la pré-campagne. Oui. C'est les nouveaux qu'on ne connaît pas qui doivent s'agiter pour se montrer. Okay. Merci. Merci Jean-Aïssi Bessala. Merci d'être venu. Jean-Aïssi Bessala, merci d'être venu. C'est moi.
Voilà. Merci Michel Doki. Merci à vous. Merci à vous Villandilé. Merci, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, c'était Equinox Soir, rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Banjul. Tout de suite après, madame, monsieur, c'est Regard Social avec Flavien Valondongo.